Bien, on va commencer. Bonjour. Donc, mon nom est Christophe Borde. Je travaille pour Microsoft. Je suis en charge des solutions autour de l'hybride, de l'IoT, de l'Edge. Je vais m'éloigner du métro pour éviter le Larsen. On avait fait l'année dernière une session pour introduire un peu les concepts autour des jumeaux numériques, autour du métaverse industriel. On avait beaucoup parlé des technologies. Cette année, eh bien, on revient pour vous parler plus des cas d'usage, pour vous montrer eh bien, ce que les gens ont commencé à faire et comment ils les utilisent aujourd'hui et les retours sur investissement qui commencent à en avoir. Alors, je vais, pour ce faire appel à des partenaires de Microsoft et en l'occurrence à Avanade, Cosmotech et Soprasteria, qui chacun se présentera ensuite, il reviendra en fait sur l'usage qu'ils ont aujourd'hui de cette technologie et de l'usage qu'ont leurs clients de ces technologies. Alors, juste très brièvement, pour remettre en contexte, notamment tout ce qui est métaverse industriel, ce que l'on constate, pardon, ce que l'on a constaté en fait chez Microsoft, c'est qu'on a une grosse vague d'innovation, je dirais, technologique qui arrive à peu près tous les 10-15 ans et qui impose de nouveaux concepts. Et donc, a priori, on serait aujourd'hui dans cette mouvance d'une nouvelle vague qui est en train d'arriver autour de ça, et beaucoup pensent que cette nouvelle génération, eh bien, ça va être le métaverse. Alors, il y a beaucoup de choses que l'on met derrière ce terme, beaucoup d'idées, des fois des appréhensions d'ailleurs, et je pense que c'est aussi pour démystifier aussi ce terme qu'on est là aujourd'hui tous ensemble. L'idée derrière cela, eh bien, ça va être d'être avec un nouveau nombre de technologies qui vont venir s'additionner quelque part pour offrir de nouveaux types de représentations, de nouveaux types d'interactions qui vont être connectés à un monde réel et sur lequel on va pouvoir interagir. Donc ça, je dirais, c'est un peu la définition sur laquelle on s'est accordé. Ce sur quoi on s'est accordé aussi, c'est qu'il n'y a probablement pas un métaverse, mais un ensemble, je dirais, de métaverses. Alors, des métaverses qui vont être effectivement dans ce qu'on avait appelé les mondes immersifs. Et donc, on va être très proche de tout ce qui va être les environnements de gaming, mais peut-être aussi les évolutions des réseaux sociaux, avec beaucoup de propositions en termes de nouveaux types d'expériences. Alors, ce n'est pas ce qu'on va couvrir a priori, ou pas tellement ce qu'on va couvrir lors de cette session. Il y a bien sûr tout ce qui va être autour des nouvelles façons de travailler et de collaborer. On est tous plus ou moins dans des modes où on est un peu au bureau, un peu chez soi, un peu ailleurs. Et donc c'est comment on va pouvoir créer de nouveaux types d'expériences, de nouveaux types de collaboration en prenant ça en œuvre. Ce n'est pas non plus ce qu'on va couvrir majoritairement, je dirais, dans cette session. Mais il y a aussi tout ce qui va être, qu'on va appeler les métaverses industriels, et donc tout ce qui va nous permettre de recréer, je dirais, en digital des jumeaux numériques de monde réel, et ensuite eh bien, de pouvoir simuler, prédire, automatiser sur ces mondes-là. Et c'est plus ce que l'on va essayer de creuser lors de cette session, et ce sur quoi on va essayer de s'intéresser. Et donc, comme je l'ai dit, plutôt que de partir sur l'ensemble des technologies, eh bien, on va partir aussi sur les cas d'usage et sur des implémentations qui sont en cours chez des clients. Et pour ce faire, eh bien, je vais faire appel aux partenaires de Microsoft, et à commencer par Jean-Pierre Ruel d'Avanade, à qui je vais laisser la parole. Jean-Pierre. Merci Christophe. Alors, je suis Jean-Pierre Riel, je vais juste présenter en 2 mots Avanade. Avanade, c'est le premier intégrateur de solutions Microsoft au monde. Donc notre métier, finalement, c'est de construire des solutions digitales. Et je vais évidemment faire un focus sur les solutions digitales pour l'industrie, mais c'est évidemment de construire les solutions digitales de nos clients avec les technologies de Microsoft. Alors, avant de vous parler du cas d'usage, parce que je vais parler, alors malheureusement Vinci n'a pas pu venir pour parler eux-mêmes de l'utilisation qu'ils font des technologies Microsoft, du Digital Twin
et de tous les sujets qui vont avec. Mais avant, l'idée, c'est de venir sur un des ingrédients de base avant qu'on arrive aux jumeaux numériques, avant qu'on puisse ouvrir des scénarios innovants comme la simulation, le forecasting ou l'industriel métaverse. La première des choses, c'est évidemment de connecter le terrain, de construire les plateformes qui vont nous permettre de faire ça. Donc je vais me focaliser sur le cas d'usage l'accompagnement qu'on fait avec Vinci Construction et sur toutes les briques qu'on met en place. Et en premier lieu, les plateformes IoT, les plateformes data et les plateformes d'IA qui ensuite nous amèneront jusqu'aux jumeaux numériques et l'industriel métaverse. Alors, pour prendre le cas, alors je parle au nom de Vinci, évidemment. Camille Vanenoge, qui fait d'habitude les sessions avec moi, n'a pas pu venir, mais je ne suis pas de Vinci Construction. Mais globalement, l'un des enjeux de Vinci, c'est que leur big boss leur a mis un gros objectif, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en scope 1, scope 2 d'ici 2030. Donc c'est un énorme enjeu. Je sais qu'il y a énormément d'industriels qui ont ce même type. Alors après, bataille de chiffres, moins 40, moins 30, etc. Mais globalement, la plupart des secteurs, et notamment le secteur de la construction, a cet enjeu fort. Et finalement, quand on fait un découpage des activités qui sont polluantes, entre guillemets, chez Vinci Construction, on voit qu'il y a le sujet des engins, que ce soit les engins lourds, les engins de chantier ou tout simplement les véhicules et les camions, et le sujet de l'industrie. Donc vous voyez que ça représente 90%, donc il y a une énorme poche à aller récupérer ici. Et donc, on les accompagne sur 2 projets, un sur les engins, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, mais globalement, on prend un cas d'usage, c'est de se dire que l'industrie, par exemple, Vinci Construction utilise des usines d'enrobés. Alors que c'est une usine d'enrobés, c'est simple, c'est un énorme four dans lequel on met des cailloux, du sable, du bitume, on chauffe tout ça et ça fait l'asphalte qui après permet de mettre sur les routes et de faire les trottoirs, les routes et tous les équipements d'infrastructure. Donc vous doutez que comme on chauffe des matériaux, on a une énorme consommation et donc l'idée c'était de se dire comment une solution digitale peut aider Vinci à améliorer et à décarboner finalement cette activité qu'ils ont ces jeux. Donc vous voyez que le point de départ déjà de ce jumeau numérique, c'est bien de résoudre une problématique métier qu'ils ont et un enjeu auquel ils veulent répondre. Et donc la première des choses, alors le postulat, en tout cas la stratégie qu'on a mis en place avec eux, la première des choses, c'est bien évidemment, comme on peut citer Peter Drucker, on ne change pas ce qu'on ne mesure pas. Donc la première des choses, c'est bien évidemment de mesurer. Pour mesurer, il va falloir connecter l'usine. Donc finalement, le premier sujet qu'on va avoir, c'est cette fameuse plateforme IoT. C'est qu'avant d'arriver au jumeau numérique, il va bien falloir essayer de connecter les choses, donc de connecter évidemment des choses classiques, d'ailleurs qui sont souvent déjà connectées au niveau du shop floor, tout ce qui va être justement les automates de production, donc ce qui fait vraiment tourner l'usine d'enrobé. Évidemment, il va y avoir tous les éléments qui vont nous permettre de mesurer l'énergie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'idée, c'est aussi de connecter d'autres choses pour mesurer d'autres points d'éléments, d'avoir des nœuds qui vont représenter l'ensemble du processus. L'idée, ce n'est pas juste de se connecter à l'asset, mais ça va être de connecter l'ensemble du processus. Vous verrez, quand on arrivera au jumeau numérique, on cherche à contextualiser, à représenter l'ensemble du processus industriel. Et donc pour ça, l'importance d'une plateforme IoT, ça va être d'avoir la souplesse de passer à l'échelle. Parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que des usines d'enrobés, il n'y en a pas qu'une à un endroit qu'il va falloir connecter. Il va falloir connecter l'ensemble des usines d'enrobés, qui sont en plus toutes différentes à travers l'Europe, à travers le monde. Donc il va falloir créer la plateforme pour pouvoir aller se connecter à toutes ces usines, récupérer l'information et l'emmener sur cette plateforme qu'on va voir juste après. Donc évidemment, on utilise Azure IoT Edge aussi pour certains sujets, puisque l'idée d'une plateforme IoT, c'est évidemment de pouvoir collecter la donnée sur le terrain avec tous les enjeux qu'on a sur les sujets IoT, mais c'est bien évidemment d'avoir une boucle de rétroaction et de pouvoir interagir avec ça, parce que l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc finalement, c'est d'influer sur le comportement de l'usine d'enrobé. Le deuxième point, c'est avoir une plateforme de données. Parce que bien évidemment, on va collecter des capteurs et là, on est confronté à tout un tas de problématiques. La volumétrie, parce qu'on a beaucoup d'usines, mais aussi parce qu'on a beaucoup de points de contrôle. On a potentiellement aussi des capteurs qui vont ramener des données toutes les 100 millisecondes, toutes les secondes. Donc, on a vraiment énormément de points de contrôle. Donc, l'idée, c'est de construire la plateforme de données qui va nous permettre de consolider, de collecter, de consolider, de stocker toutes ces données de façon historique. Et bien évidemment, on a une part importante qui va être l'analyse de données. Donc là, en effet, on va utiliser différentes façons. Donc là, l'explication, c'est expliquer qu'on a différents types d'analyses. On va avoir des analystes qui font de l'analyse à chaud, de l'analyse à froid. Mais l'idée, c'est de faire ça.
Mais là, on va aller plus loin et entre en jeu le jumeau numérique. Alors malheureusement, ce n'est pas l'usine d'enrobé. Je ne peux pas vous partager le vrai jumeau numérique qui est utilisé pour les usines d'enrobé de Vinci Construction. Là, c'est notre démo qu'on a sur le stand de 17. Mais l'idée d'aller vers le jumeau numérique, c'est bien évidemment de donner une contextualisation aux données. Parce que si je m'arrête à la plateforme de données, si je fais très pragmatique, j'ai des tables, des historiques, et je vais pouvoir aller requêter dans ces données-là. L'idée du jumeau numérique, ça va être de représenter, et souvent on représente ça avec un graphe, finalement une contextualisation spatiale. Donc on voit avec la spatialisation, et on voit les scénarios de métaverse qui arrivent, de métaverse industriel, c'est que si je suis capable de spatialiser, d'avoir les éléments 3D, je suis capable d'ouvrir certains scénarios. On va avoir la contextualisation dans le temps, l'historique des données. Mais qui dit historique dit, on va venir avec les sujets de simulation juste après, aussi le forecast et ensuite prévisualiser l'information. Mais on va aussi avoir toute la contextualisation du processus en lui-même. C'est que l'idée, ce n'est pas d'avoir une table par équipement ou une table par capteur. C'est évident d'avoir toutes les interactions qu'on va avoir entre le produit qu'on fabrique, l'enrobé, les éléments qui ont conduit à faire ça, qui sont donc l'usine d'enrobé, mais aussi tous les éléments. La température du brûleur, la recette qui a été mise dedans, la vis qui a amené finalement les matériaux directement dans le four. On est capable de contextualiser ça. Et si on fait ça, ben en fait, on s'ouvre le champ des possibles de tout un tas de scénarios innovants. L'un qui a été cité par Christophe, mais qui sera cité juste après par un confrère, c'est la simulation. En effet, c'est de se dire, on est capable, puisqu'on a contextualisé tout le process, c'est finalement, on peut voir dans le passé, mais on peut aussi aller voir dans le futur. Et donc de faire tout un tas de scénarios d'analyse de type what if. Les scénarios d'IA aussi, on a une meilleure vision du process, donc vous mettez des data scientists dans ce graphe. Finalement, ils vont trouver tout un tas d'informations dans l'historique, dans les rapports, pour aller plus loin qu'un simple analyse de données, pour mettre de l'intelligence artificielle pour faire ça. Et enfin, le dernier point, ça va être tout ce qui va être autour des systèmes autonomes. Donc là, on est justement sur les sujets d'IA. On va parler par exemple de reinforcement learning. Donc on va finalement pouvoir trouver des algorithmes qui vont être capables, en étudiant le passé, en simulant le futur, de potentiellement proposer les réglages de l'usine d'enrobé. Donc ça, c'est des sujets qu'on démarre avec Vinci Construction. Là, aujourd'hui, on a la plateforme IoT, on a la plateforme de données. On commence la plateforme de jumeaux numériques pour pouvoir créer ces sujets-là. Mais l'idée, ça va être en effet de se dire, et si finalement une intelligence artificielle va être capable de mettre la bonne température des brûleurs, de mettre la bonne recette qui va bien, pour faire quoi? Rappelez-vous l'enjeu initial, la décarbonation. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure efficience. Et vous avez beau avoir le meilleur ingénieur qui va trouver la bonne recette, qui va régler la machine. Le problème, c'est que souvent, cette personne, elle a 30 ans d'expérience, elle est là, vous en avez qu'un. L'idée, c'est de le multiplier, d'en avoir un derrière chaque machine. L'idée, c'est de cristalliser cette intelligence dans une intelligence artificielle qui, derrière, va s'appuyer sur le digital twin pour régler. Et rappelez-vous la boucle de rétroaction, et je terminerai avec ça. L'idée, c'est que si on a un outil, une intelligence artificielle qui est capable de régler la machine, en fait, en poussant ça dans le digital twin et en redescendant ça sur la plateforme IoT, de potentiellement régler directement la machine avec le meilleur réglage possible envers ça. Donc ça, c'est l'accompagnement qu'on fait pour atteindre l'objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre de chez Vinci. Je ne sais pas si je suis en retard, on avance, on est bon. Voilà. Et donc, je pense que Thierry va aller plus loin sur les sujets de simulation. Bonjour, donc Thierry Delumlé, Cosmotech. Moi, je m'occupe de la partie revenus chez Cosmotech. Donc, je suis le directeur commercial et des partenariats. Cosmotech, c'est une entreprise qui développe des logiciels qui sont des jumeaux numériques simulables. Donc, on est bien dans la thématique, on va en reparler. Jumeaux numériques simulables, c'est un des éléments clés du métavers, et même la simulation et la killer app du métavers. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Microsoft. Donc, on est très content d'être partenaire de Microsoft pour ça. Donc, avant de vous présenter Cosmotech, je vais vous parler rapidement de nos clients. Nos clients, comme vous, j'en suis persuadé, vous devez prendre des décisions dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus incertain. Donc, évidemment, le Covid, la guerre en Ukraine, il faut y aller là depuis quelques années. La complexité a très fortement augmenté. Et ce qui vous est demandé aujourd'hui, par vos directions générales très certainement, c'est d'être à la fois produire plus de revenus, de réduire les coûts, d'être plus efficace, plus résilient, de réduire l'empreinte carbone. Jean-Pierre vient d'en parler. Donc parfois, ça peut paraître un peu contradictoire. Et donc pour ça, il faut être capable de réagir rapidement et de s'adapter en fait au changement du monde de manière agile. Et nous, notre revendication, c'est que optimiser ces KPI dans leur ensemble, qui peuvent apparaître contradictoires, c'est possible.
Et Le temps fort associatif Assaut de bienfaiteurs va débuter. Ouais. Venez participer au quiz et gagner des lots Voilà. en salle maillot. Voilà, ben juste après, après la séance. Donc, je vais vous donner quelques exemples de c'est possible, et quelques exemples ici, par exemple, sur du strategic sourcing et du network design. Donc on est sur des sujets de supply chain plutôt stratégique à 2, 3, 4 ans. On est capable aujourd'hui, des clients sont capables de générer 5% de profit supplémentaire en prenant une meilleure décision grâce à la simulation de leur supply chain. Ou alors dans l'asset investment planning, donc là on est plutôt dans les questions de maintenance et renouvellement d'un parc industriel, c'est jusqu'à 20% de réduction des TOTEX, donc l'ensemble du CAPEX et OPEX, et la réduction des risques supplémentaires, c'est-à-dire que je vais m'assurer que ma ligne de production fonctionne plus souvent et qu'elle est moins souvent arrêtée. Tout le monde connaît évidemment les coûts d'arrêt d'une ligne de production autour de $20 la minute. Et puis il y a aussi, si je reviens sur la supply chain, des sujets de production planning et de contrôle, donc plutôt un horizon tactique, stratégie, tactique et opérationnel, de sales and operation planning, avec des clients qui ont déployé ces jumeaux numériques sur leur supply chain et produisent jusqu'à 10% de produits supplémentaires sans investissement au même périmètre, sans capex supplémentaire, mais en prenant tout simplement de meilleures décisions sur l'allocation des matières premières, des pièces, des personnes sur cette supply chain. Voilà, donc je vais vous donner un cas d'usage qui est sur le strategic sourcing, qui est disponible sur le site internet. Michelin accepte de témoigner, donc c'est évidemment pour une startup comme une scale-up comme Cosmodex, c'est une grande opportunité. Donc imaginez que vous êtes le Global VP de la supply chain industrielle de Michelin, vous avez un sujet qui revient chaque année. Si vous pouvez le revoir tous les mois, vous le faites tous les mois, voire même plus souvent quand les crises arrivent. C'est comment je vais répondre à une demande sur un marché important. Ici, on va regarder la Chine. Comment je vais répondre à cette demande? Est-ce que je vais importer des produits d'autres zones géographiques ou je vais les produire en local? Et il faut que je fasse un plan sur l'ensemble de mes références. Donc, ça, c'est une diapo qui est issue de la présentation qui a été faite par Michelin sur ce sujet-là. Donc, la supply chain Michelin, elle est évidemment éminemment complexe, avec des coûts de logistique de près de 2 milliards d'euros, des stocks qui sont à 4 milliards d'euros, donc c'est considérable. Donc on est sur des sujets énormes, et aller chercher des points de valeur, tout de suite, le bénéfice en euros est très important, très significatif. Donc je reviens sur le sujet. Ici, on est sur le marché de la Chine. J'ai 1700 références, j'ai 20 millions de pneus qui sont vendus par an, et je peux répondre de deux manières à cette demande, soit en important de zones comme le Canada, l'Amérique du Nord, l'Europe ou la Thaïlande, ou alors en produisant localement dans 2 usines qui sont en Chine. Et donc je vais avoir besoin de représenter l'ensemble de ma supply chain à des granularités différentes. Sur les sites industriels en Chine, je vais aller descendre jusqu'à la maille de la ligne de production et même de la machine qui est identifiée comme un goulot d'étranglement. Et donc si je produis plus en Chine, je vais apporter de la complexité sur ce site de production, donc mes sites de production vont être moins performants. Par contre, et je dois investir, donc ça a un coût. Si j'importe d'autres zones géographiques, eh bien, j'ai des stocks qui sont dans les bateaux, j'ai peut-être des pertes d'opportunités, donc j'ai une perte de mon niveau de service liée à ça. Et donc je vais représenter cette supply chain globalement. Et donc vous avez vu une représentation d'un jumeau numérique que Jean-Pierre nous a montré tout à l'heure. C'est un graphe avec des points, avec des liens. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va être capable de montrer l'ensemble des effets cascades. Je prends une décision sur un sujet, quels sont l'ensemble des effets cascades sur l'ensemble du système, et ça, c'est très important. Et avec ça, ce sont les chiffres publiés par Michelin, je suis capable d'améliorer mon profit de plus de 5 points. Donc c'est considérable, et en particulier en réduisant de manière importante les droits de douane, les coûts de transport, et les coûts de transport, les coûts de stock dans les bateaux. Voilà, donc comment on a fait ça? Donc on est parti du monde réel, qui est la supply chain des Michelin, où ça peut être un process si vous êtes sur l'asset management, c'est votre parc industriel et votre process de maintenance et de renouvellement. Mais prenons l'exemple de la supply chain, je trouve qu'il est clair. Donc vous avez des sous-traitants, vous avez des transports, vous avez des usines de production, vous avez des chaînes de production, vous avez des transports jusqu'aux clients finaux qui vont passer par des intermédiaires de distribution. Et donc vous allez faire une représentation virtuelle. Alors nous, on n'est pas du tout dans la 3D, on est vraiment dans un graphe, comme l'a montré Jean-Pierre tout à l'heure. Et à partir de cette représentation, on va être capable de faire plein de choses. On va dire 3 choses. Première, on va faire des what-if scénarios. Donc je prends une décision et je regarde l'impact de cette décision sur les indicateurs clés. Donc je vais juste faire un pas en arrière. Quand vous avez votre représentation, même revenu en arrière comme ça, quand vous avez votre représentation,
Vous avez là la capacité, parce que vous êtes sous Azure, vous avez connecté aux sources de données, donc vous avez une représentation du temps réel, de la notion de quel est l'état de mon système maintenant. Ce que Cosmotech va permettre, c'est de projeter ce système dans le futur, donc créer ce qu'on peut appeler dans la littérature les données synthétiques, ou alors ce que les gens plus simples comme moi appellent les données du futur, et qui sont vraiment les données dont vous avez besoin pour prendre la décision. Si vous cherchez une décision pour dans 3 mois, 6 mois, ce que vous voulez savoir, c'est quel sera l'état du système dans 6 mois. Donc vous allez faire des what-if scénarios. Je prends une décision et je regarde l'impact de cette décision, les effets cascades sur les indicateurs clés de l'entreprise. Je peux aussi dire, voilà le niveau d'indicateur dont j'ai besoin, quel est le bon plan d'action à prendre entre maintenant et l'horizon de temps que je regarde pour atteindre ces niveaux d'indicateurs. Donc là, on va être plus dans de l'optimisation. Donc le jumeau numérique va tourner, va comparer des simulations jusqu'à sortir le bon plan d'action qui permet d'atteindre ces indicateurs. Et puis, troisième point très important, parce qu'on est dans le monde réel, c'est prendre en compte l'incertitude. Et l'incertitude, vous pouvez la prendre à toutes les étapes de votre jumeau numérique. Ça va être la variabilité de la demande, par exemple. La variabilité de la fiabilité des fournisseurs. En cas de Covid, c'est essentiel. La variabilité des temps de transport aussi. Donc, vous allez être capable d'étudier votre système en prenant en compte cette incertitude pour, à la fin, avoir un plan d'action qui est optimisé et robuste face à la variabilité liée au monde réel. Voilà. Et vous avez, évidemment, comme le disait tout à l'heure aussi Jean-Pierre, une boucle de rétroaction vers le monde réel qui permet, si le sujet est un sujet de temps réel, et ça peut exister par exemple si on est sur des sujets de changeover sur une ligne de production, alors j'ai besoin d'avoir une simulation en temps réel, et à chaque fois qu'une décision est prise, d'avoir un retour très rapide vers la ligne de production pour une action. Voilà, donc nous, on l'a fait sous Azure. Pourquoi ? Parce que la plateforme Microsoft Azure nous permet vraiment d'avoir toute la traçabilité des données du passé, d'avoir le temps réel, le temps présent, donc quel est l'état de mon système. Et nous, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? On va projeter le système dans le futur, donc on va être capable de prédire le futur, de donner de la visibilité sur les futurs possibles, et donc de prescrire des actions qui vont être les actions qui permettent d'avoir un meilleur résultat et une amélioration des indicateurs clés. Voilà, je vais vous donner un dernier exemple. Donc Nexans, qui est un partenaire historique de Cosmotech, aujourd'hui, sur sa plateforme Azure, a déployé notre plateforme de modélisation et simulation et déploie une roadmap de cas d'usage qui tous apportent énormément de valeur pour l'entreprise. Donc le premier avec lequel on a commencé, c'était un sujet donc d'asset management. Ils ont construit une offre de service autour d'une solution qui est chez eux, qui permet à leurs clients utilities, opérateurs de la distribution électrique, d'utiliser leur solution. Ils apportent du conseil supplémentaire pour prendre de meilleures décisions sur la maintenance et le renouvellement du réseau électrique. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est qu'ils appliquent cette solution-là sur leur propre parc industriel. Donc sur leurs 30 sites dans le monde, ils utilisent cette solution pour prendre des bonnes décisions sur la maintenance et le renouvellement de leurs équipements qui leur permet de produire les câbles qu'ils vendent. Et puis, troisième cas d'usage aujourd'hui, il y a beaucoup de communication du CEO de Nexans sur le sujet, c'est comment je décarbone mon entreprise et comment je deviens carbone neutre en 2030. Eh bien, on a fait un jumeau numérique, ou même ils ont fait un jumeau numérique de l'ensemble de leur supply chain et de leur site de production. Et chaque décision aujourd'hui, leur plan stratégique, et chaque décision est validée au fil de l'eau dans ce jumeau numérique pour s'assurer que les décisions d'investissement qui sont prises améliorent la performance financière de l'entreprise, c'est un point, mais aussi la performance CO2 de l'entreprise. Donc c'est vraiment d'avancer sur ces deux jambes, environnementales et financières. Donc tout est validé d'abord dans le jumeau numérique et ils sont en train de construire d'ailleurs leur plan 2023 en ce moment avec ce jumeau numérique. Voilà. Et il y a évidemment une roadmap de cas d'usage qui continue avec Nexans. Voilà, j'en ai terminé. Si vous... Merci. Bonjour à tous, donc, je suis David Morange du centre d'expertise digitale Soprasteria Next. Donc Soprasteria, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la deuxième ESN de France. On adresse un peu tous les secteurs et donc Soprasteria Next, le cabinet de conseil de Soprasteria. Donc nous, on va, en complément effectivement de ce qui s'est dit, on voit en fait le métaverse industriel comme une extension du digital twin. Cette extension, elle est beaucoup basée en fait sur la donnée 3D
et la capacité d'utiliser la 3D pour rendre tangible l'ensemble de ces informations. Alors on travaille avec Cosmotech sur certains sujets, par exemple sur des twins de supply chain et l'extended supply chain. Effectivement, c'est super important de pouvoir simuler et prendre en compte les différents aléas des bateaux qui se coincent dans des canaux, des usines qui arrêtent de produire, etc. Et de voir quel impact ça a et surtout de l'anticiper. Et puis, on travaille aussi à ajouter avec cette 3D la capacité de rendre tangible en fait ces données de simulation dans un environnement 3D. Donc il faut voir en fait le digital twin et le métaverse industriel comme le réceptacle en fait d'une grande partie des données de l'industrie. Donc on va connecter les outils de conception, les CAD, les BIM, toute la gestion de produits, toute la simulation. Effectivement, la simulation, c'est un des éléments clés. Et pouvoir intégrer tout ça pour pouvoir être à disposition des hommes, mais j'ai envie de dire les gens qui manipulent le CAD ou le BIM au quotidien, ils ont déjà ces données 3D. L'opportunité en fait du métaverse industriel, c'est de mettre à disposition du reste de l'entreprise cette puissance, ces données 3D et cette agrégation entre les données 3D, les données de production et les métadonnées. Donc ça, c'est important au sein de l'entreprise déjà. Dans beaucoup d'entreprises, réussir à avoir une fluidité entre la disponibilité des données 3D et des gens qui ne travaillent pas dans le CAD et le PLM, c'est un vrai sujet. Chez nos grands clients, réussir à avoir le modèle 3D du produit qui est en cours de production, c'est potentiellement un sujet. Mais le vrai levier, il est aussi de pouvoir l'ouvrir à l'écosystème. Comment vos partenaires, comment vos sous-traitants vont pouvoir accéder en fait à ces données 3D et collaborer avec vous en temps réel sur l'évolution en fait de vos produits et de vos process de production. Donc ça va toucher bien sûr l'engineering, mais aussi le manufacturing, toute l'extended supply chain, et puis l'opportunité aussi d'utiliser ces données pour l'avant-vente, la pré-vente et tout le customer services. Donc là, on a représenté quelques opportunités qui sont ouvertes par le métaverse industriel. L'idée, c'est vraiment en fait, de se baser sur ce backbone 3D, sur l'ensemble de ces données disponibles et de travailler les différents cas d'usage. Donc, si on prend des exemples, on a travaillé par exemple pour Renault en faisant un twin d'un process pour pouvoir en fait valider l'efficience du poste de travail, travailler une meilleure ergonomie, réduction des TMS pour les opérateurs. Tout ça, on est capable de le modéliser, d'en faire un twin, de le simuler et de proposer en fait une évolution du poste de travail qu'on peut valider dans le virtuel avant de l'appliquer au réel. Alors c'est important quand on est sur des postes de travail, là en l'occurrence c'était un poste de kitting, vous savez, c'est assembler toutes les pièces qui correspondent à la version et aux options que vous avez choisies pour votre voiture. Ce poste de kitting, il est super important sur le rythme en fait, de production de l'usine. Si le poste de kitting prend du retard, tout prend du retard. Donc ça nous permet de valider que nos évolutions nous permettent de tenir le rythme et qu'elles vont améliorer en fait, les situations de l'opérateur. Et un effet collatéral, c'est qu'une fois qu'on a fait ce twin, les futurs opérateurs, on peut les former directement sur cet environnement. Et là, la 3D, elle est phénoménale puisqu'elle rend tangible, en fait, elle rend compréhensible l'ensemble des opérations qu'on a réalisées. Donc vous êtes capable d'utiliser cette simulation 3D pour expliquer à votre codir, à votre COMEX, comment vous allez faire évoluer votre chaîne de production. Et puis après, vous êtes capable d'utiliser en fait ces données-là pour former et faire la transformation de vos opérations, former vos opérateurs qui vont avoir une vraie compréhension de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est un des exemples. On fait aussi des exemples sur l'aéro, sur typiquement comment on peut travailler le layout d'une usine, avoir une meilleure organisation et travailler l'efficience opérationnelle. Et là, la 3D, ça amène aussi dans la simulation une donnée volumétrique. Avoir une zone de stockage qui peut réellement contenir l'ensemble des pièces qui vont être stockées là dans une zone de stockage intermédiaire, ça a un peu du sens dans l'usine. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire grâce en fait, à cette tangibilité, grâce à la 3D. Et puis on a parlé tout à l'heure de données synthétiques. Ça va être aussi super important. Juste pour rappel, quand on fait de l'entraînement pour de la conduite autonome, effectivement, on met des voitures à rouler sur la route, mais on entraîne aussi les moteurs en simulant en fait des cas qui sont un peu complexes et peut-être un peu dangereux à simuler dans la vie réelle.
Donc là, en fait, le fait d'avoir ce digital twin et ce métaverse industriel, ça nous permet de générer des données synthétiques, donc de générer des situations avec une vraie représentation et qui sont crédibles visuellement et qui permettent d'entraîner les moteurs à ces situations un peu particulières. Donc typiquement, ça permet derrière de pouvoir utiliser des modèles qui vont utiliser toute la partie computer vision, par exemple. Comment je rends une caméra toute bête intelligente et comment j'entraîne le modèle à reconnaître des situations anormales qu'on va générer en fait grâce à ces données synthétiques. Voilà, donc c'est quelques opportunités, quelques cas d'usage qu'on peut trouver, qu'on peut développer dans l'industrie sur ces sujets d'industrial metaverse. Et c'est ce qu'on a montré typiquement sur notre stand où on a un opérateur augmenté avec des HoloLens qui manipule le twin, qui est directement connecté à un petit robot qui présente en fait la ligne de production. Donc la ligne de production remonte ces données en temps réel au digital twin. Ce digital twin, on peut le manipuler, on peut faire évoluer la conception du produit en temps réel. Et quand on agit sur le digital twin, on peut après valider en fait et faire du contrôle commande sur la chaîne de production réelle. Alors j'ai un petit film qu'on a fait tout à l'heure sur le stand. Donc vous allez voir, donc on voit le robot en physique et puis on voit son twin à côté qui est dans le métaverse, qui est sur Azure. On reçoit, vous voyez, les données de capteurs qui sont directement synchronisées grâce au stack IoT d'Azure. Et on va pouvoir, en fait, avoir un état temps réel de la production. Merci Delphine d'avoir apporté des cafés pendant le film. Donc là, en fait, on a un aléa en production. Vous voyez, on a une alerte visuelle. On est capable de prendre des décisions directement. Si ça nécessite, on peut envoyer, en fait, des éléments à l'engineering qui va faire évoluer la conception du produit. On fait cette simulation dans le twin avec une évolution du produit et si on est d'accord avec et si elle amène en fait une réponse ou une efficience, eh bien on l'applique et vous voyez que là on a appliqué le changement de production et on va voir en fait le twin qui va réagir en live par rapport au robot en fait qui a reçu en fait cette commande. D'accord ? Donc là en fait on voit toutes les capacités de créer en fait un environnement virtuel équivalent au réel, de travailler toutes les simulations, tous les plans B, les différents scénarios, travailler une meilleure efficience, reconfigurer la chaîne, et puis une fois qu'on a validé ça dans le virtuel, eh bien on va pouvoir l'appliquer dans le réel. Voilà, donc pour faire ça, effectivement, on a utilisé les stacks Azure, toutes les stacks IoT d'Azure qui nous permettent de remonter en temps réel l'ensemble en fait des capteurs. On utilise en fait des composants supplémentaires et notamment Omniverse pour avoir le 3D temps réel et puis la capacité à connecter tout ça à l'écosystème 3D qui est en place chez vous pour pouvoir construire en fait ce métaverse industriel. Voilà pour cet exemple qu'on développait. Merci beaucoup. Bien, merci à tous. Je crois qu'on a un peu de temps pour les questions. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur scène maintenant pour répondre à quelques questions, n'hésitez pas. On a un micro. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais une question sur le métaverse. En fait, tout ce qui est réalité virtuelle et 3D, ça existait avant. Digital Twin aussi. Donc la notion de métaverse, qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? On va peut-être faire une réponse à plusieurs. L'idée, c'est... on parlait de... moi, j'ai utilisé le terme contextualisation. L'idée, c'est vraiment de faire le pont entre le monde réel et le monde digital. C'est pas du PLM où je suis dans un outil 3D et je fais de la 3D à côté et je fais les éléments. Là, l'idée, c'est que les deux sont liés. Thierry, je crois, parlait de temps réel. L'idée, c'est vraiment de faire cette continuité entre le monde virtuel, entre le monde 3D qui a été représenté, la lecture numérique du monde et son monde digital, la lecture numérique. Si tu veux rajouter. Oui, on a vu beaucoup d'exemples sur du digital twin qui était un twin de données, c'est-à-dire on a une représentation dans des données et on peut avoir une compréhension du contexte. Quand on parle de métaverse,
on veut y associer en fait une tangibilité, une compréhension, et puis une capacité de collaboration. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, alors effectivement, on faisait de la R, on faisait de la VR, on faisait de la 3D, et ce que je disais dans le PLM, dans le CAD, etc., est compliqué de le sortir. Et puis de temps en temps, on faisait des expériences en X-Reality sur le reste de la chaîne. Mais pour ça, difficile d'avoir un vrai pipe industriel de transport de ces données 3D. Là, le métaverse industriel, il amène cette vraie capacité de collaboration et ce pipe naturel en fait entre les différents collaborateurs et entre les différentes directions dans l'entreprise. Et ça l'ouvre aussi à l'écosystème. Et là, c'était encore plus dur, pouvoir échanger des modèles avec les partenaires et les sous-traitants. C'était pas forcément simple. Voilà. C'est ça qu'on attend en fait et que ça rend possible. Merci. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec le prédécesseur. Je pense que c'est la convergence en fait de l'ensemble de ces technos, qui sont les technos IoT, calcul déporté, cloud et représentation 3D et la simulation. Donc c'est l'ensemble de ces briques maintenant qui permettent de représenter ce qu'est le réel et de tester un ensemble de scénarios qui permettent de prendre de meilleures décisions. Et je pense que ça n'existait pas avant. C'est la convergence qui permet cela. Non, j'ai rien à rajouter du coup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une autre question ? Eh ben, si vous avez d'autres questions ou qu'elles vous viennent, n'hésitez surtout pas. Donc, on est toute l'après-midi encore sur le stand E17. Nos 3 partenaires sont aussi là avec des démonstrations. Ils peuvent rentrer dans les détails. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir vous voir. Et on vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Voilà.